Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième partie de notre cours sur le marché. Donc s'il vous plaît, essayez de regarder la première partie pour pouvoir comprendre avec nous cette deuxième partie du cours. Et nous avons aussi un réseau de connaissances qui vont nous recommander. Sinon, des contrats de 2 à 5 ans peuvent être un engagement à long terme. Si nous partons de ce postulat, donc je vais vous expliquer, après je vais vous laisser noter puisque vous êtes concentrés avec moi. Si nous sommes engagés, nous avons signé le contrat, on a dicté dans le contrat combien de fois, les termes, les clauses, l'ensemble des éléments. L'entreprise c'est qui? C'est Marjane au Carrefour. Qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va acheter le produit, le mettre dans les rayons. Nous, les consommateurs, quand on va partir, on va trouver le produit. On va dire « Ah, heureusement, enfin, on a trouvé le produit. Combien je le cherchais. Heureusement que je l'ai trouvé. » Donc, qu'est-ce que ça va provoquer chez moi? Et aussi, quelquefois, parce que ça fait très longtemps, ça fait 3 mois que je le cherche, je ne le trouvais pas. Heureusement qu'ils l'ont ramené. Je peux même voir un vendeur, je lui dis « Mais franchement, ce produit, je le cherchais depuis 3 mois. Rupture de stock, rupture de stock. Heureusement que maintenant, il est là. » Je vais dépenser de l'argent. Je vais être dans l'acte d'achat. Personne ne m'a forcé, mais il y a en plus, la valeur ajoutée dans l'acte d'achat, c'est l'émotion. Et lorsqu'il y a émotion et satisfaction de cette émotion, qu'est-ce qui va se passer? Re-achat et re-achat et re-achat. Et ce re-achat, comment est appelé ce re-achat? La fidélité. Oui, parce qu'à chaque fois que je viens et je trouve le produit, je vais devenir fidèle et je vais venir l'acheter sans réfléchir. Je passe, je fais mes courses, je prends ce produit sans réfléchir et je continue à remplir mon pack. Donc, plaisir et émotion sont très importantes dans la technique marketing. En utilisant des techniques de marketing qui sont basées sur l'expérience. C'est bizarre, quand tu achètes un produit, tu trouves dans les rayons de Marjane, etc., des personnes debout qui font semblant qu'ils regardent un produit. Ils font comme s'ils regardent un produit. Tu peux revenir demain, tu le trouves encore. Et tu peux revenir encore demain, tu le trouves encore. C'est qui ce monsieur? Il est tout le temps là. Tout le temps, il regarde un produit. Et il te regarde, il te dit bonjour, ça va? C'est qui? C'est un spy. C'est qui un spy? Spy en français, c'est infiltré. Vous connaissez le mot infiltré? Infiltré, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des salariés de Marjane. Et ce n'est pas un consommateur. C'est un enquêteur. Pourquoi un enquêteur, il est toujours là? Pour voir l'expérience d'achat, comment elle se passe live. Il voit chaque consommateur qui achète. Soit il dit « c'est trop cher ». Et il écrit, lui, le consommateur 1 a exprimé une insatisfaction au niveau du prix. Ou bien, oh, heureusement que je l'ai trouvé. Je suis en train de parler à ma fille ou mon fils. Heureusement qu'on l'a trouvé. Ça fait 3 mois qu'on le cherche. Donc, satisfaction et possibilité de re-achat. Telle chose que tu vas faire, il va la transmettre directement. Tout de suite, l'information est signalée. Et il peut rester 4 heures ou toute la journée parce que c'est son métier, c'est un enquêteur. Pour transmettre réellement quoi? La théâtralisation de l'autre. C'est comme s'il est en train de nous montrer une petite pièce de théâtre. Le monsieur est venu, il a hésité, il a acheté un produit, ou il a acheté 3, ou bien il a regardé le prix, il a été découragé. Il nous met tous les scénarios et quand il part en entreprise, il met un PowerPoint comme ça. Avec des silhouettes, il dit la catégorie des premiers consommateurs, ils étaient dans l'hésitation. Ils n'ont pas acheté. La deuxième, toi juste tu passes, tu ne te rends même pas compte. Tu fais un achat naturel, sans réfléchir. Lui, pour lui, c'est un petit moment d'étude, d'observation et d'analyse. Il te scanne, il scanne tes mouvements, il t'observe, il scanne tes yeux, comment tu regardes, est-ce que tu hésites, est-ce que tu n'hésites pas, combien de temps tu prends pour réfléchir, est-ce que tu passes à l'action ou non, tu hésites, est-ce que tu le mets, est-ce que tu le reprends, parce que quelquefois tu le mets dans le panier, après tu dis non, mauvaise affaire, je vais l'enlever, ou bien est-ce que tu dis oui, je vais prendre 2 ou 3, c'est pas cher, ou bien c'est cher mais je vais prendre juste au moins un seul. Il va tout étudier. Et attention, à part le comportement, regardez ce que j'ai mis ici, le marketing. Les sens, c'est quoi les sens? Nous avons 5 sens. Nous avons la vision, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Il y a des personnes, quand ils trouvent le produit qu'ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils lui ont fait au produit? Ils l'ont pris dans leurs bras, surtout les filles, hein, ce n'est pas les hommes. C'est surtout les femmes. Elle peut trouver un produit, elle le prend dans les bras. Vous, qu'est-ce que vous prenez dans vos bras? Parfum ou maquillage, je ne sais pas. Un produit féminin, tellement tu es heureuse que tu as trouvé le produit que tu cherchais depuis longtemps. Est-ce que tu peux le prendre dans tes bras ou pas? Les hommes, ils vont avoir d'autres gestes, comme enfin, c'est un geste de victoire, comme quoi il a trouvé ce produit-là. Donc l'enquêteur va nous expliquer ce moment, comment il a été vécu, comme une pièce de théâtre qu'il va afficher dans un PowerPoint comme ça dans la réunion pour nous expliquer l'expérience client, l'expérience d'achat du client et les sens qui ont été utilisés. La vue, le choc, l'émotion, le toucher, le bonheur, tout doit être expliqué. Pourquoi? On a besoin de connaître ce consommateur qui est un échantillon représentatif d'autres comme lui. Chaque consommateur que ce s'infiltré voit, observe, étudie, c'est un échantillon représentatif. Si je vois moi un jeune habillé sportif, il est entre 19 et 25 ans ou 15-25 ans, il a fait tel et tel comportement. Certainement, il y a d'autres comme lui. Il représente un échantillon, oui ou non? Et à partir de toutes les données qu'il va nous présenter dans la réunion, on va voir quel est le manque, qu'est-ce que nous n'avons pas encore touché, et nous allons essayer de créer une valeur qui va être perçu par le consommateur. Qu'est-ce que nous, on veut qu'il fasse lorsqu'il achète le produit? Oui, d'accord. Maintenant, tous les consommateurs, ils ont tel et tel et tel comportement. Mais nous, on veut qu'ils puissent le rapprocher du nez et le sentir, le produit. Et il y a, c'est vrai, il y a des personnes, ils prennent le camembert, l'ouvrent et le ressentent. Ou bien ils prennent un déodorant et le ressentent. Ils ne l'achètent pas uniquement parce qu'ils ont vu une publicité, mais vont partir carrément à quoi? Ben oui, donc c'est une relation sensorielle avec le produit. C'est une relation sensorielle. Nous allons voir ce qui se passe et nous allons rajouter d'autres données pour pouvoir attirer l'attention et la fidélisation de ce client. Pourquoi? 3 valeurs peuvent être attrayantes, accrocheuses. La valeur d'usage. Il faut qu'on montre que ce produit est facile à utiliser. Donc, dans son package, sa forme, son design, il doit être facilement utilisable. Vous vous rappelez, j'avais parlé d'ergonomie. Vous vous rappelez de la variable ergonomique? On avait parlé des variables ergonomiques, techniques et technologiques, qui étaient des variables qui rentrent dans l'étude du consommateur. Bon, il faut que le package ne soit pas difficile ou encombrant. Il faut qu'il soit un design agréable, on peut le prendre facilement. La valeur d'usage. La valeur hédoniste, c'est quoi? Oui, mais c'est vous qui êtes devant moi. C'est la même classe. On motive le consommateur pour qu'il puisse aller vers le produit qu'il aime. Il faut qu'il entretienne un amour avec le produit. Il dit, moi j'adore ce produit. Il faut qu'il utilise des verbes, des émotion, feeling. Lorsqu'il utilise le produit, il doit se sentir heureux. Création de bonheur momentané. Momentané. Pour que ce bonheur disparaisse et qu'il veut acheter à nouveau mon produit pour recréer le même feeling. C'est comme du chocolat. Quand tu le manges, c'est un bonheur. Mais combien ça dure? Toute la vie. C'est un bonheur momentané qui dure un tout petit moment. Quand tu termines, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de racheter, la création d'un nouveau besoin. C'est la même chose. Donc ici, hédoniste, c'est les plaisirs personnels. Bon, je ne vais pas reprendre ce schéma, hein, on l'avait fait depuis longtemps. Je vais continuer directement. Facile à utiliser, qui donne du plaisir. Et ici, valeur, signe. Quand toi, tu vas mettre, imaginons, une veste ou un pantalon ou un pull, tu vas avoir, c'est la symbolique de quelque chose. Tu véhicules une image sociale pour appartenir à un rang ou à une catégorie sociale X. Est-ce que vous avez compris? Imaginons des garçons qui vont mettre des costumes. Il vient d'avoir son diplôme, il a mis un costume, cravate, etc. Mais d'habitude, il mettait toujours du sport, des espadrilles, etc. Pourquoi il a mis ce costume?
Quel est le signe, la valeur, le symbole qu'il voudra lancer? Ah, madame, peut-être que je passe un stage. C'est pour cette raison que je veux donner une image de professionnel. Je change de statut, je ne suis plus étudiant, je suis stagiaire. Madame, et en plus, c'est dans une banque. C'est professionnel, les gens véhiculent une image de droiture. Enfin, madame, je deviens professionnel aujourd'hui. Je suis plus sportif. Le sport, madame, c'est pour le week-end et le soir. Mais madame, le jour, je veille à véhiculer une valeur signe. Ça veut dire une image pour appartenir à un rang ou à une catégorie socio-professionnelle. Donc, ces trois aspects doivent être étudiés pour les offrir aux consommateurs. Je vous laisse noter, je ne vous ai pas laissé encore noter. Vous avez noté en parallèle? Donc, je passe. Alors, je parle de cette valeur. Je dois me sentir gagnant. Quand tu entends le mot valeur, est égal à tu te sens gagnant quand tu achètes le produit. Même si tu dépenses ton argent, mais tu dois être satisfait de cet achat. Tes amis te disent, mais tu as dépensé ton argent. Tu leur dis, je sais, mais le produit, ça mérite vraiment. Franchement, le produit mérite. Tu te dis, mais tu n'as plus d'argent. Tu leur dis, mais ce n'est pas grave, le produit mérite. Tu as une satisfaction totale. Cette valeur que nous avons mis ici, je prends ce concept qui est la valeur. La valeur, c'est quelque chose qu'on va offrir de plus aux consommateurs. Nous avons déjà vu trois. C'est quoi les trois? C'est facile à utiliser, qui procure le plaisir et qui nous donne une appartenance sociale. OK. Maintenant, cette valeur que le marketeur doit absolument prendre en considération dans la création du produit doit avoir des bénéfices. Le mot perçu veut dire ressenti par le consommateur. Moi, quand je prends un produit, je dois sentir que je suis gagnante dans cet achat. Si je sens que je suis perdante, que c'est une mauvaise affaire, je ne vais plus répéter cet achat. Mais quand je trouve que le produit, il est très important, c'est un produit principal, donc je vais avoir une fréquence d'achat répétitive. Imaginons, donnez-moi des produits très essentiels que vous devez absolument acheter. Comme le quoi? Shampoing, d'accord. Il y aura une fréquence répétitive, plusieurs achats et reachats. Donc, s'il te plaît et tu trouves que il est performant, c'est quoi il est performant? Il te rend tes cheveux doux, propre, etc. Il est de très bonne qualité, son odeur est magnifique. Le service associé, ça veut dire quelque chose de plus qu'il rajoute. Imaginons, c'est l'odeur de la menthe ou l'odeur de quelque chose où ils ont rajouté du miel. Ils ont réfléchi à add something, donner quelque chose d'autre de plus que la simple fonction d'un shampoing qui est... C'est quoi la simple fonction d'un shampoing? C'est juste laver un cheveu. Mais ils vont te donner une meilleure odeur, une meilleure souplesse, une meilleure texture. Donc, on réfléchit à tous les éléments possibles qu'on peut rajouter dans le produit pour qu'il soit un produit qui est bénéfique. Je suis gagnante, il y a un bénéfice. Et surtout, ce que j'ai mis ici, en fait, tout est psychologique parce que le shampoing, peut-être, il ne te rend pas tes cheveux différents. Mais psychologiquement, si tu as vu une publicité dans laquelle la dame dans la pub qui utilise le shampoing, elle dit « mes cheveux ont complètement changé ». Donc, qu'est-ce que toi, tu vas croire lorsque tu te laves? J'ai dit « qu'est-ce que tu vas croire ». Je n'ai pas dit quelle est la vérité. C'est un effet purement psychologique. Tu vas dire « oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai senti une différence ». Tu peux même donner tes cheveux à quelqu'un, tu lui dis « touche, j'ai senti que c'est différent ». Alors que tes cheveux ne changent pas. C'est juste un effet psychologique. S'il y a l'effet psychologique, c'est tant mieux. C'est comme un parfum. Est-ce que le parfum change la personne? Non. Mais c'est bizarre, quand une personne met du parfum, surtout s'il est cher, psychologiquement, comment elle est? Elle a de la confiance en soi. Mais elle, comme personne, c'est la même personne, elle n'a pas changé. Mais c'est bizarre, cette personne qui a mis ce parfum très cher peut changer sa façon de marcher. Te dire, regarde, je ne suis pas magnifique, sans.
Comment un produit simple, une belle odeur, peut gagner un bénéfice psychologique et donner un taux de confiance élevé? Donc, il est efficace. Nous avons une valeur psychologique qui s'appelle confiance. Et cette personne pourra acheter ce parfum, même si cette personne n'a pas d'argent, madame. Elle va prendre un crédit, elle va trouver une solution pour acheter le parfum qui est cher, qui dépasse sa capacité d'achat uniquement pour le feeling psychologique. Parce que vous le savez, on n'achète pas toujours par besoin, on achète aussi par envie. Maintenant, on va aussi réfléchir au prix, au coût. Si moi je trouve que le coût, il est très bien par rapport à la qualité et par rapport à ma bourse, par rapport à ma capacité, si l'effort fourni dans ce produit-là correspond à son coût, on dit franchement, avec cette qualité-là, franchement, ça mérite ce prix. Si le temps d'achat, le temps que j'ai investi dans ce coût et le temps que j'ai octroyé à ce produit va me donner satisfaction, donc c'est tant mieux. Et il y a aussi le coût du changement, et ça fait partie de l'entreprise. Lorsque nous avons je reviens à l'exemple que j'utilise toujours, le Danone, le yaourt, il y a eu un coût de changement. Pourquoi? Parce que le yaourt de vos grands-mères ou de votre mère, quand elle était enfant, ne ressemble pas au yaourt d'aujourd'hui. Il a changé de package, de forme, de goût, de petits morceaux de chocolat à l'intérieur, des petits morceaux de fraises, de mangue. Il n'y avait pas ça au début. Il y avait un yaourt blanc, normal, où il n'y avait rien, dans des petits verres normaux, transparents. Les verres étaient transparents. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous avez déjà vu ça chez votre grand-mère? C'était un verre normal, transparent, il n'y a ni papier, ni nom, ni rien qu'une personne, elle distribuait, point final. Donc ici, le coût du changement, on va aussi l'inclure dans le coût de vente. Mais il ne doit pas créer une perturbation chez le consommateur. Si le yaourt de ta grand-mère, elle l'a acheté à 1 dirham ou 1 dirham et quelques, aujourd'hui, on ne peut pas acheter un yaourt à 8 dirhams ou à 9 dirhams. Le coût de changement ne doit pas perturber le coût d'achat, ou la valeur d'achat. N'oublions pas un troisième aspect, c'est la valeur perçue des offres concurrentes. Est-ce que nous sommes les seuls sur le marché? On aura plus de liberté, on décidera nous-mêmes, il n'y aura pas de souci. Comme l'exemple que je donne toujours aussi de Cosumar, qui est une productrice exclusive du sucre. Elle est la seule qui produit le sucre, elle est la seule qui innove quand il le faut, et quand il ne le faut pas, elle n'a même pas de stratégie compétitive parce qu'elle n'a pas de concurrent déjà. Elle n'utilise même pas de stratégie d'attaque, de défense. Elle est dans la stabilité de production et c'est elle qui détermine le prix. Et si tu n'es pas satisfait du prix, tu ne trouves pas un autre sucre. Tu es obligé de le consommer. Maintenant, s'il y a d'autres concurrents et nous n'avons pas le monopole, donc nous allons réfléchir aux offres des concurrents, aux valeurs perçues des concurrents, et nous allons voir si nous avons le budget pour faire pareil ou si nous avons une possibilité de nous distinguer, d'être différents, de créer une petite différence. Au moins, le consommateur, il a le choix, il a son argent. Quand il va réfléchir à cet acte d'achat, il va comparer, c'est normal. Donc, il faut qu'il trouve chez nous quelque chose au moins de différent. Si maintenant il trouve quelque chose de différent, au moins nous on a quelque chose de différent, soit par l'aspect de notre produit ou par son nom ou par le package ou par la qualité. Il y aura quoi? Fidélité. Et il pensera psychologiquement que ce produit mérite d'être racheté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu satisfaction dans l'utilisation et satisfaction quand? Par rapport à l'acte lui-même d'achat. Il a passé une bonne expérience d'achat et si c'est le cas contraire et il a été insatisfait peut-être à Marjan, il y a une étiquette rouge de rabais, de promotion. Mais quand tu pars pour payer, il te dit non, ce prix affiché, on a fait une erreur. Non, ce n'est pas ce prix-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu trouves un prix et quand tu pars pour payer, tu trouves un autre prix. Qu'est-ce qui peut se passer? Et donc, tu leur dis, moi non, je ne vais plus racheter ce produit, carrément, et je vais abandonner ce produit. Tu te dis, non, mais on ne l'a pas fait exprès. Tu leur dis, je suis déçu,
mais le produit en lui-même ne t'a pas déçu, c'est l'expérience d'achat qui t'a déçu. C'est le souvenir d'achat qui t'a déçu. Tu vas carrément effacer ce produit de ton vocabulaire et tu peux ne plus le consommer, alors que tu l'as consommé depuis des années. Et quel est le risque? Que tu vas te réorienter vers un nouveau produit. Donc, finalement, le marketeur, c'est quoi le pionnier ou le point clé sur lequel il doit jouer? C'est la satisfaction du client à l'échelle psychologique, à l'échelle du souvenir de l'expérience client, à l'échelle de l'acte d'achat, à l'échelle du coût. Il y a plusieurs éléments en fait. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération dans le mot satisfaction. Il doit même être satisfait après l'achat, quand il rentre à la maison et qu'il l'utilise. Surtout si c'est un produit durable, comme un parfum, enfin durable momentanément. Ou un produit qu'il a mangé, l'arrière-goût du produit qu'il va manger, l'arrière-goût. En tout cas, ou un tissu, est-ce qu'il va rester de la même qualité plus tard? Pardon? Donc ici, n'oublions pas, si vous êtes marketeur et que vous faites cette étude et cette analyse, que le client juge. Et ce jugement, il est pendant l'acte d'achat, après l'acte d'achat. C'est ce qui va le pousser à racheter ou à se diriger vers autre chose. Donc faites attention, il compare. Il y a un autre mot très utilisé en marketing, c'est le benchmarking. Vous connaissez? Il va benchmarker. Vous connaissez ce mot? Je fais du benchmark, ça veut dire je fais une étude comparative. J'étudie, je compare. Et je vais voir là où je suis gagnant. Le mot benchmark, on l'utilise dans toutes les situations. Comme toi, avant de déposer ton CV dans une entreprise, tu ne vas pas venir et déposer ton CV pour travailler. Tu vas benchmarker. Ça veut dire choisir la meilleure. Et pour choisir la meilleure, tu as fait une étude comparative qui a la meilleure réputation, qui a le meilleur produit, meilleure stratégie. Tu ne vas pas venir et déposer. D'accord. Maintenant, s'il va comparer les performances du produit avec ce qu'il attendait comme performance, justement, nous allons avoir le jugement, la comparaison entre ces deux variables, les performances face aux attentes. Si je suis satisfait, le client est totalement satisfait. On peut parler de performance du produit, parce que c'est plus grand que ses attentes. On peut parler de produit performant. C'est qui peut nous ramener ces informations? Lorsqu'on va venir à Marjane et on va trouver que tout le stock qu'on a déposé, il a été écoulé. Tout a été vendu. On va rentrer sur la page Facebook et on va trouver que des commentaires positifs. On va acheter des espaces publicitaires et on va mettre des questionnaires. Les gens vont répondre. Marjane vous demande de répondre à ce questionnaire. Les gens vont rentrer et répondre. Ou bien Marjane, elle va faire une question. Dans sa page, elle va faire une question. Est-ce que vous êtes satisfait de notre produit? Tout le monde va commencer à répondre et lancer des messages positifs. En tout cas, il y a plusieurs façons. Tout à l'heure, j'ai parlé des infiltrés que vous pouvez trouver dans les rayons, mais il y a le moyen digital. Comme le cas contraire est vrai, on peut trouver que des insultes dans les commentaires. Donc, l'entreprise risque de perdre beaucoup de clients. Donc, ici, la performance globale de notre produit, c'est lorsque, oui, l'attente, elle est satisfaite à 100%. C'est plus que les attentes. Le produit est satisfaisant à 100%. Ici, la performance du produit, il n'y a pas un grand bonheur. C'est ce qu'il attendait. Quand une jeune femme va acheter l'huile Le Sieur, est-ce qu'il va être le top du bonheur? Elle connaît déjà son utilisation. Sa mère l'avait déjà utilisé. C'est un produit qui était toujours à la maison. Il n'y a pas un aspect psychologique. Il y a un aspect quoi? D'utilisation. C'est la valeur utilisation. C'est l'ergonomie. Maintenant, si la performance, elle est moins que ce que tu attendais,
Tu as vu une campagne de publicité sur le dernier iPhone. Tu as dit, waouh, j'attends qu'il soit là. Et tu as ramassé l'argent pour pouvoir l'acheter. Il est cher, mais tu vas l'acheter. Pourquoi? Parce que tu as déjà une expérience mentale que tu t'es créée toi-même. Tu imagines déjà comment tu vas l'utiliser. Tu imagines déjà cette satisfaction. Tu l'as imaginée. Tu dis, le jour où je vais l'acheter, je vais être super heureux. Tu as déjà imaginé en avance ton état de bonheur. D'accord? Mais quand tu l'as acheté, tu as trouvé que ce téléphone n'est pas vraiment un produit extraordinaire, qu'il a presque les mêmes fonctionnalités que ton ancien téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être satisfait? Tu me dis non, madame, je suis franchement insatisfait parce que la performance de ce téléphone est moins que mes attentes. Je croyais que ce téléphone allait avoir des fonctionnalités incroyables, mais trop de boom médiatique, trop d'images médiatiques. Et côté fonctionnalité, madame, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que vous avez déjà été déçu par un produit? Donnez-moi des exemples. Trop d'images, trop de pubs, trop de boom médiatique. Après, quand tu prends le produit, tu dis c'est ça le produit finalement. Et le malheur, c'est que tu as dépensé ton argent. Dites-moi des exemples où vous avez senti que vous avez fait une mauvaise affaire. J'entends pas, pardon. La plaque, ah, d'accord, la plaque de cheveux qui était défaillante. Les autres, vous avez fait des mauvaises affaires? Trop de boom médiatique pour rien? Trop de pubs, trop de campagnes de communication, juste pour attirer le consommateur et quand il passe à l'achat, il va changer? Toujours de bonnes affaires, jamais de mauvaises affaires. Vous êtes très logique dans vos achats alors. Vous n'achetez pas par envie, vous achetez par besoin. Ah, d'accord. Vous êtes économiste, c'est normal. Avant de dépenser, vous réfléchissez. C'est bien. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que la fonction marketing, ça c'est un slide de conclusion de ce que nous venons d'expliquer. C'est la même méthode que je fais chaque séance. Après certaines données, je schématise pour vous aider à mémoriser ce que j'ai dit. Donc le marketing se base sur la connaissance du marché. Donc on va étudier ce marché-là à travers l'étude de l'environnement et à travers la demande et la psychologie du consommateur, la psychologie du comportement de ce consommateur. On va utiliser des sondages, des observations, des infiltrés, des entretiens, des questionnaires. Tous les moyens sont bons pour avoir des réponses. Tous les moyens sont bons. Et cette connaissance profitable, cette conquête profitable, ne cherche qu'une chose, que le client soit satisfait. Pourquoi? S'il est satisfait, nous l'avons fidélisé. S'il est fidèle, il va influencer d'autres acheteurs pour acheter notre produit et lui-même, il pourra tout le temps reacheter notre produit. Il n'y aura même pas d'effort médiatique parce qu'il sera fidèle, c'est bon. Donc, le marketing doit continuer ses études comme technique et comme moyen d'action. Il doit toujours agir parce que faire une étude une fois n'est pas suffisant. Pourquoi quand il fait une étude une fois, il connaît très bien le consommateur, pourquoi il doit refaire et refaire et refaire ses études? Pourquoi? Pourquoi le marketeur ne se repose jamais? Même s'il a fait une étude, ça fait 6 mois, il a donné les résultats et on a créé le produit sur la base de ces résultats. Pourquoi il doit redémarrer ses études et redémarrer ses entretiens et redémarrer tout le processus, il doit le redémarrer? Pourquoi il ne se repose pas? Pourquoi il n'y a pas de fin? Continuité de quoi? Pourquoi le marché, il est comment? Et le consommateur, il est comment? Pourquoi c'est instable? Donc, à chaque fois que le marché change ou il y a une perturbation, qu'est-ce qui risque de se passer? Le comportement du consommateur risque de changer aussi. Je vous avais déjà donné l'exemple de ce qui se passe en Palestine. Vous vous rappelez? Ce qui se passe en Palestine actuellement risque de détruire certaines marques. Comme aujourd'hui, c'est quoi les marques qui sont en train de perdre leur action en bourse?
McDonald's, quoi encore? Starbucks, quoi encore? Oui. KFC. Il y a... Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que le pouvoir du digital est arrivé dans chaque ménage pour le convaincre à arrêter son achat, à boycotter la marque. Donc, normalement, ces marques, si elles ne voulaient pas perdre ses clients, qu'est-ce qu'il fallait qu'elles fassent? Hein? Non, même si elles baissent les prix, quand le consommateur décide de boycotter, il n'achète plus. Même si elle va baisser ses prix, il fallait qu'elle sorte médiatiquement, se prononcer, parler au public, parler aux consommateurs et dire « nous, on ne participe pas à ce qui se passe, nous n'avons aucune relation ». Mais comme il n'y a pas eu de communiqué de presse, ni de conférence, ni de communication, donc le consommateur, tous les consommateurs se sont unis pour détruire telle et telle et telle marque. Comment on va détruire la marque? En baissant ce pouvoir d'achat. Quand on n'achète plus, même si elle offre, ces produits ne seront pas achetés. Donc, si vous cherchez, vous allez trouver que les chiffres ont nettement baissé. Je peux continuer? Il n'y a pas que l'environnement politique ou économique ou social. Il y a le comportement du consommateur lui-même. Même si l'environnement est stable, il n'y a aucun souci. Mais toi, au collège, tu n'es pas toi maintenant. Tes besoins ont changé. Si une entreprise t'avait pris comme un enfant, un échantillon quand tu étais enfant, aujourd'hui, tu as changé, tes besoins ont changé, tu as grandi, tu as d'autres ambitions, d'autres rêves et d'autres besoins. Donc, l'entreprise doit accompagner ton changement. Et même, on ne va pas prendre petit et grand, quand tu étais enfant et maintenant. Maintenant, dans la même journée. Toi, maintenant, devant moi, tu n'es pas stable en 24 heures. Est-ce que tu es la même personne du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu dors? Tu es la même personne. Dans la même journée, tu peux traverser 4 ou 5 émotions, 4 ou 5 envies et 4 et 5 besoins. Et ces besoins dans la même journée peuvent disparaître. Mais que l'être humain lui-même, son environnement, sans les concurrents, sans les perturbations externes, vit lui-même quelquefois des perturbations internes qui changent et transforment en permanence son comportement. Et le marketeur doit prendre ceci en considération dans son action. Lorsqu'il veut étudier un consommateur, il ne doit pas considérer que le consommateur est stable durablement dans le temps, mais il doit prendre en considération toutes les choses qui peuvent le perturber. D'accord. Maintenant, si on veut approcher de ce marché et offrir une offre pertinente, si on imagine si nous avons fait une étude marché et si nous avons étudié le comportement du consommateur. Alors, nous allons offrir un produit pertinent qui correspond aux vrais besoins du consommateur et cette offre, elle va être faite par l'entreprise dans laquelle il y a une étude préalable pour connaître le nombre de nos concurrents et les différents acteurs de l'offre. Nous avons vu les acteurs de l'offre, ce sont les concurrents et les distributeurs. Donc, on doit définir un type de produit et lui faire la campagne de communication pour le faire connaître par le consommateur. Le deuxième point, on va définir quels sont nos concurrents, la structure de marché et on va choisir une part de marché qu'on va essayer de maintenir ou de développer. Et lorsque nous avons tel distributeur et tel concurrent, on peut avec le temps collaborer avec nos concurrents et créer une alliance. Elle fait du Mérandina, le Taguer, tous les biscuits que vous voyez, ils sont de la même entreprise. Donc on peut faire des alliances pour agrandir notre entreprise et éviter ces guerres inutiles, se spécialiser chacun de nous dans un produit, ou bien travailler aussi sur cette concurrence et innover. Donc on a le choix, soit des stratégies de défense ou des stratégies d'alliance. On va être alliés ou bien se défendre tout le temps. Grâce à quoi on se défend? L'innovation, la créativité, le fait de se distinguer dans un marché concurrentiel. Donc toujours des stratégies compétitives. On est dans la compétition et que le meilleur gagne. C'est pour ça que vous, si vous choisissez marketing, c'est très bien payé comme métier. C'est très bien payé comme métier. Et vous n'allez pas avoir de la rigidité, le pointage, la carte de pointage. Pourquoi? Parce que tu es vendeur d'idées.
Le vendeur d'idées coûte beaucoup plus cher qu'un travailleur manuel. Quand toi tu donnes une idée, on va leur faire dans la publicité cet aspect, avec cette couleur, avec cette phrase. J'imagine la pub comme ça, avec cet acteur, avec ceci. Le produit, je l'imagine comme ça. Quand vous êtes curieux, vous bouquinez, vous lisez, vous parlez à des personnalités différentes, vous apprenez, vous avez une maturité, mais avec un brin de folie, d'aventure. Quand vous êtes exceptionnel, différent, vous êtes cher sur le marché. Le marketeur ne peut pas être un individu normal. La normalité n'est pas création. La normalité, c'est pour les postes d'exécution. Mais quand vous sentez que vous êtes différent, là peut-être oui, vous avez ce capital de création. Est-ce qu'il y a des créateurs ici en classe? Des gens qui se sentent différents, qui voient la vie de façon différente, qui quand ils voient une pub, ils la critiquent, ils disent moi à leur place je vais faire ceci, je vais faire cela, ou bien ce produit-là, normalement il fallait faire, toujours il a des propositions, des idées, c'est une machine d'idées. Qui est comme ça en classe? Toujours une idée à offrir, une personne, deux. Et les gens, ils vous disent, mais toi tu es bizarre, franchement. Ce côté bizarre, c'est ça ce qui coûte le plus cher sur le marché. 2 personnes seulement? 3, d'accord. 4. Très bien. Mais en tout cas, moi je vous encourage, si vous êtes intéressé par ce domaine, qui nécessite de la vivacité, mais qui est vraiment, je parle du contexte Maroc, il est très très bien payé. Très bien payé et c'est un poste qui évolue et tu peux travailler en interne ou en externe. Il y a de la souplesse et tu ne t'ennuies jamais parce qu'il faut toujours de la création. Ce n'est pas un poste dans lequel tu vas t'ennuyer. Je peux passer? Je peux? Alors, dans ce marché, si on part du postulat que dans ce marché, il y a des échanges, des transactions. Nous avons étudié l'environnement, nous avons étudié le comportement du consommateur et nous avons essayé d'offrir une offre pertinente qui répond à un besoin. Si on part de ce postulat, très bien. Maintenant, il est essentiel pour toi, si tu es futur marketeur, de connaître le classement des différents types de marchés. Nous pouvons classer les marchés à partir de l'offre offerte par l'entreprise justement. Selon quoi? Comment on va faire ce classement? Selon le type de produit, à qui ils sont destinés, parce qu'on peut vendre des produits à des fabricants. Ce sont des produits premiers, des matières premières qu'on va vendre à des fabricants, ou des intermédiaires, ou des grossistes, pas forcément le ménage. Selon aussi leur catégorie, leur durée de vie et leur périodicité, qui va déterminer combien de fois nous allons créer, concevoir, transformer, produire, etc. Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché des biens, marché des services, marché des biens de consommation, marché des biens industriels, marché de biens de grande consommation, marché des biens anormaux et marché des des produits alimentaires. Je peux passer? Nous avons déjà vu certains biens où la différence entre les biens anormaux, les biens durables, les biens non durables. Vous vous rappelez de cette séance? Ici, il n'y a pas le R. Où est-ce que j'étais? C'est anormaux, ce n'est pas anormaux. Est-ce que vous vous rappelez du slide ou non? Je vous rappelle, ou vous avez tout sur les cahiers, je pense. La classification des biens et des services, vous vous rappelez? Je vais juste revenir rapidement, au cas où il y avait des absents. Est-ce que vous vous rappelez de ce slide? Oui ou non? Vous vous rappelez? Nous avions auparavant classifié les types de produits. Vous vous rappelez? Nous avions classifié les produits en quoi? Quand on va offrir un produit, ce soit des biens et des services. Les biens peuvent être des biens
de consommation ou des biens? Les produits que je peux consommer en tant qu'être humain, c'est des produits alimentaires ou des vêtements, de l'électroménager, un PC, un cahier, d'accord. Et de temps en temps, juste occasionnellement, anomo veut dire occasionnellement, pas toujours. Occasionnellement, je peux acheter une machine à laver, durable. Une fois, pas chaque jour. Donc des biens durables ou des biens non durables comme un Kleenex. Mais c'est de temps en temps, quand je suis malade ou je veux m'essuyer. Ce sont les biens anomaux, sont des biens à caractère occasionnel, durable ou non durable. Vous vous rappelez? Et on a classifié les produits en produits utilisés par l'entreprise industrielle et des produits utilisés à titre de consommation. Soit ça peut être des matières premières, des pièces, des accessoires qui vont être des produits qui vont participer à la fabrication finale d'un produit. Ou bien, bon, je vais tout afficher, ou bien des produits d'achat fréquent, comme si tu achètes de l'eau chaque jour pour boire, donc achat fréquent alimentaire, ou des stylos que tu achètes tout le temps. C'est des produits non alimentaires, mais tu en as toujours besoin, tu es un étudiant. Les achats anomaux qui sont à caractère occasionnel, comme j'ai précisé, ça peut être un petit Kleenex que tu vas utiliser quand tu es malade ou tu veux te moucher, non durable, ou un investissement à la maison, un salon, un réfrigérateur, etc. Ça va? Je peux continuer? Alors, si tout va bien et que nous sommes concentrés et que tu t'es rappelé de notre ancien cours sur produits, biens, services, etc. Donc, sur cette base, nous allons prendre en considération que le marché évolue, qu'il n'est pas stable. Il peut être perturbé, il peut représenter un danger pour l'entreprise comme une opportunité. Nous avons de la concurrence, certes, mais il faut connaître cette structure de la concurrence. Est-ce que nous sommes les plus forts ou est-ce que nous sommes les plus faibles? Est-ce que nous avons une possibilité d'action ou est-ce que ce n'est même pas la peine d'investir? Nous avons des investisseurs beaucoup plus grands que nous. Si on va lancer notre produit, on va se faire écraser. En tout cas, réfléchir. Un marketeur réfléchit avant la prise de décision. Un marché, alors, il peut être défini en se référant au nombre de concurrents qui vont offrir un service qui sont déjà présents sur le marché. Et bien sûr, par rapport au nombre d'acheteurs qui vont acheter notre produit, qu'il soit actuel ou ultérieur. Et ici, nous allons réfléchir à ce marché et à sa structure. Si nous avons un marché très concentré, on va l'appeler un marché monopolistique. C'est quoi un marché monopolistique? Dans lequel il y a une seule entreprise. Elle prend le mot monopole. Elle n'a pas de concurrent. Elle est toute seule qui prend des décisions, ne souffre même pas de diversification, de focalisation. Elle est concentrée sur ses produits. Et puisqu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va produire le même produit, on est tout seul, Consumer elle est seule. Donc, et là, combien d'acheteurs vont acheter? Un très grand nombre d'acheteurs. D'accord. Maintenant, le marché concentré. Je donne l'exemple des cigarettes électroniques. Est-ce que toutes les entreprises au Maroc produisent les cigarettes électroniques? Non. Il y a combien d'entreprises? Un petit nombre. Quand il y a un petit nombre, on dit qu'ils prennent la place ou la structure oligopolistique parce que c'est un marché concentré sur une catégorie de personnes et non pas sur toute la population.
C'est juste concentré sur une catégorie de personnes. Combien ils ont d'acheteurs? Beaucoup d'acheteurs dans cette catégorie. Beaucoup d'acheteurs dans cette catégorie de personnes. Imaginons tous les jeunes qui ne veulent plus fumer des vraies cigarettes. Alors, ces jeunes vont être la cible privilégiée. Mais tous vont essayer de l'acheter. Est-ce que vous avez compris? On a encore du temps. 10h30. Donc, maintenant, le marché non concentré, qu'on appelle le marché atomisé ou le marché fragmenté. C'est un marché dans lequel il y a plusieurs concurrents. Plusieurs entreprises fabriquent le même produit. C'est un marché de concurrence. Et tant qu'il y a plusieurs offreurs, nous avons un nombre important de clients qui vont faire quoi? Quel est le mot que je vous ai dit tout à l'heure? Qui vont comparer. C'est quoi le mot comparer? Qui vont benchmarker. Vous avez oublié le mot. Qui vont faire une étude comparative. Et nous pouvons gagner notre client grâce à quoi? Soit qualité, soit le prix, soit le design, soit la campagne de communication. Une entreprise qui ne fait jamais de com, elle n'est même pas connue. Donc, elle a de forts risques que personne n'achète son produit, même si elle est excellente, mais personne ne la connaît. La communication pour faire connaître notre produit, à travers les publicités, les affiches, les espaces publicitaires sur Internet, tous sont bons comme action commerciale pour faire connaître le produit. Et d'ailleurs, vous, la plupart du temps, vous achetez plus les produits qui s'affichent. Qui s'affichent, ça veut dire que tu vois tout le temps. Mais il y a d'autres produits qui sont excellents et qu'on ne connaît pas, donc on ne les achète même pas. C'est bon? C'est facile ce point, je pense. 3 types de marchés, concentrés, très concentrés ou non concentrés. Je peux passer?